Et puis voilà, de toute façon, ça fera partie du compte-rendu du forum. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit précédemment, sur le débat précédent. C'est qu'effectivement, nous, ce qu'on souhaitait, c'était ouvrir un petit peu ce forum sur des intervenants externes pour avoir des avis et des points de vue un petit peu différents sur la billetterie, sur ses évolutions, sur des pratiques qui viennent éventuellement d'autres activités ou d'autres métiers, pour voir comment on peut faire évoluer la billetterie, donc dans un premier temps avec des services associés à la vente de billets, et sur cette deuxième partie, peut-être plus sur l'analyse des données que peut générer un achat de billetterie, et qu'est-ce qu'on en fait derrière, et comment on le traite, et qu'est-ce que ça génère, et qu'est-ce que ça vous apporte, et comment vous pouvez les utiliser. Voilà, c'est un petit peu tout ça dont on voulait parler ce jour. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous donc Duang pour PIMS, Oliver qui représente Delight, et Sofiane qui représente Arena Metrics. Nous avons également Maxime et Adrien qui étaient présents au premier débat en tant qu'apporteurs de données, puisque leurs solutions sont sources de données également. Donc je trouvais ça intéressant qu'ils puissent intervenir pour dire de quelle manière la donnée pouvait être transmise et qu'est-ce qu'on pouvait en faire ou ce genre de choses. Voilà, donc on verra un petit peu par la suite. Donc on va vous laisser vous présenter, Duong, pour commencer, si tu es d'accord, présenter un petit peu l'activité que vous avez mis en place, comment vous travaillez. Alors, à la différence des prestataires précédents, effectivement, nous sommes amenés déjà à travailler avec PIMS, avec Delight, avec Arena Metrics, avec différents clients. Donc, il y a déjà une expérience et une habitude de travail, en tout cas, qui a été mise en place, qui est en cours d'évolution encore, mais voilà. Bonjour à tous et à toutes, aux plus courageux et valeureux. Donc, Duong Phan, je suis cofondateur de PIMS. PIMS, c'est un éditeur de logiciel qui est né il y a un peu plus de 4 ans, qui est en fait une extension d'un producteur de spectacles, Gérard Drouot Productions, puisque le logiciel qu'on a développé, PIMS, était à l'origine destiné à ce producteur. On s'est aperçu qu'il était très pertinent aussi pour l'ensemble des autres producteurs, et maintenant même pour les salles de spectacle, pour les théâtres, pour les festivals. Et donc, en fait, on a décidé de racheter la solution à notre employeur, et aujourd'hui, on le développe, on va dire, de manière indépendante pour l'ensemble de la profession. Et donc, dans le cadre de ce développement, on est arrivé à la collaboration avec certains acteurs équipés de la solution de billetterie Sirius, comme l'Opéra national de Bordeaux, le TNBA et le groupement des théâtres sur Marseille et Aix-en-Provence. Alors, c'est pas toujours simple d'échanger avec ce type de structure, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup d'efforts aussi pour adapter notre logiciel. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On met à disposition des utilisateurs une plateforme de suivi des ventes de billetterie et des plans de communication marketing en général, pour que l'organisateur, la salle, puisse savoir à chaque instant quel est le niveau de recette de chacun de ces spectacles, quels sont les niveaux estimés en termes de projection, est-ce qu'on va remplir, est-ce qu'on va atteindre son objectif de remplissage. Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? En général, on va faire de la communication. Alors la communication au sens large, ça peut être de la presse en ligne, papier, de la campagne digitale, mais ça peut être aussi un événement type reportage TF1 dans 7 à 8, ou parfois des événements malencontreux aussi. Il y a Gilets jaunes, en ce moment il y a coronavirus, et il y a un an il y a eu aussi Coupe du Monde de foot, parce que quand on le fait en même temps que les matchs de l'équipe de France, c'était pas le bon pari. L'idée pour nous, c'est vraiment de permettre à l'organisateur d'avoir une plateforme sur laquelle il va pouvoir centraliser toutes ces données, les consolider automatiquement et surtout passer du temps à analyser et à pouvoir extraire on va dire des réponses à ces questions qui sont très simples. Parfois, c'est est-ce que ce spectacle va marcher? Souvent, pour répondre à ce genre de questions, on va solliciter la billetterie, on va solliciter la production pour avoir des chiffres. Là, on redonne, si je puis dire, l'indépendance à l'organisateur. Il va pouvoir se connecter tout seul, même le samedi ou le dimanche à 3 heures du matin, ça arrive, on le voit, pour savoir si son spectacle a bien fonctionné et s'il a bien généré autant de recettes qu'espéré. Donc ça, c'est ce qu'on propose avec PIMS. Aujourd'hui, on équipe une centaine de structures depuis le lancement en 2016. On a fait plus de 32 000 séances dans tous les genres confondus, principalement le concert, mais on fait aussi un peu de théâtre, un peu d'opéra, un peu de sport aussi, d'événementiel en général.
On a aussi la possibilité dans PIMS de suivre tous les budgets de communication, de marketing. Et en fait, j'ai fait les stats hier, on en était à 40 millions, je crois, de budget de marketing saisi dans l'outil. Donc ça fait quand même pas mal par rapport à un chiffre. 40 millions, c'est beaucoup en marketing. Maintenant, quand on pèse ça par rapport à l'ensemble des recettes générées par tous nos spectacles, j'ai fait le calcul tout à l'heure, on était à 550 millions d'euros de recettes générées par tous les spectacles dans PIMS depuis le début. Finalement, 40 millions, c'est 7% de la recette générée. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Ça dépend du type de spectacle qu'il y a dans votre activité. Mais l'idée, c'est de pouvoir suivre les deux en même temps et de pouvoir sortir des métriques intéressantes pour que vous puissiez piloter vraiment la vente de billetterie facilement. Donc ça, c'est ce qu'on propose avec PIMS. Et aujourd'hui, on va vers des usages un peu plus évolués pour les salles, les théâtres publics, comme le suivi de subventions, le suivi du mécénat. Ça, c'est des demandes qu'on a eues récemment. Et j'espère qu'on pourra avancer dessus de manière très fiable dans les semaines à venir. Voilà. Super. Merci Diong. Je me rends compte en voyant la salle que nous avons dû foirer notre campagne marketing de promotion de ce débat. Oliver. Oui, bonjour à tous et merci JC et toute l'équipe de l'invitation. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux. Voilà, donc je suis Oliver, donc cofondateur de Delight qui a bientôt 5 ans, on aura 5 ans la semaine prochaine. À l'origine, moi je viens de l'univers des médias, du groupe Lagardère, et là où j'ai rencontré mon associé Marc, qui était lui-même producteur de spectacles pour le groupe Lagardère. Il venait du milieu de la radio à l'origine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la radio étant quand même le plus vieux média du monde, encore aujourd'hui utilisé, eh bien, et encore en grande partie écouté sur les ondes AM, FM, eh bien, on disposait, et on dispose encore bien sûr aujourd'hui, dans la radio de tableaux de bord extrêmement sophistiqués sur l'auditeur, où est-il, combien de fois par jour écoute-t-il, combien d'enfants a-t-il ou a-t-elle, et on s'est dit en fait dans l'univers du spectacle vivant, alors que l'acte d'achat était déjà en grande partie digitalisé, qu'on a pris l'habitude d'acheter des places ou des abonnements dans les lieux culturels depuis très longtemps sur Internet, ou que de toute façon c'est informatisé dans des systèmes qui équipent les lieux, eh bien on ne dispose pas d'outils de ce type-là pour savoir quel âge a mon spectateur en moyenne pour ce spectacle, quelle est la part de mes ventes sur tel département, combien de fois par an cette personne revient-elle et combien de kilomètres elle parcourt pour se rendre dans mon théâtre. C'est pour ça qu'on a créé Delight. Alors juste en quoi ça consiste et comment est-ce que nos outils se mettent en place et à quoi servent-ils? Alors déjà, notre apport consiste déjà à se brancher sur les sources de données de nos clients. Alors je l'ai mis ici, vous voyez Sirius, bien sûr, parce que la billetterie est pour nous la source de données essentielle pour nos clients, avec cette particularité qu'on a de métier vraiment, qu'on travaille vraiment avec l'univers de la culture et du spectacle vivant exclusivement. On travaille avec quelques organisations sportives comme la Fédération française de rugby ou le LOSC à Lille, parce qu'ils ont des problématiques, des demandes spécifiques, mais sinon nos clients sont exclusivement dans le domaine de la culture et du spectacle vivant, des festivals, des théâtres, privés essentiellement, mais depuis peu aussi publics. C'est le cas par exemple de l'ATD ou des subsistances qui sont équipés Sirius, et également des producteurs. Notre travail consiste à se brancher pour leur permettre de récupérer dans un lieu unique toutes les données dont ils disposent. Donc bien sûr, je l'ai dit, la billetterie est la donnée essentielle, elle est très compliquée à traiter, puisque vous le savez comme moi, un billet a un cycle de vie, il peut les réserver, éditer, annuler, il peut entrer dans le cadre d'un abonnement. Il y a tout un tas d'arborescences, des catégories, des canaux, des tarifs et autres. Donc voilà, être en capacité de traiter ces données. Mais ce n'est pas tout. Pour beaucoup, vous pouvez avoir aussi des formulaires de collecte d'inscrits newsletters sur vos sites. Vous pouvez organiser des jeux concours. On travaille d'ailleurs avec des partenaires qui permettent d'organiser très facilement des jeux concours sur les réseaux sociaux pour collecter des données de personnes qui sont intéressées par vos spectacles. On a des bases de données professionnelles, de mécènes, d'institutionnels, de scolaires.
de programmateurs ou autres. Toutes ces données-là, on fait tout ce travail-là, et c'est vraiment là que commence notre mise en place, pour permettre de récupérer tout un historique et d'automatiser la récupération de tout ce qui peut l'être. Un petit mot juste sur ces données, nous sommes vraiment sous-traitants, les données continuent d'appartenir toujours à notre client, le responsable de traitement et le client. Nous n'avons absolument aucun droit sur ces données, si ce n'est les droits de traitement, d'enrichissement. Et si on est amené derrière à ne plus travailler ensemble, bien sûr, on vous restitue toutes vos données et on les détruit intégralement. Peut-être juste un petit mot, si tu peux passer juste à la suite, sur les traitements, non, juste ici, les traitements, et c'est assez important parce qu'en fait, on est vraiment une boîte de data. L'essentiel des gens, de mes collègues chez Delight, sont des data scientists, des gens dont le métier, c'est de faire parler la donnée. Je vous donne quelques petits exemples d'enrichissement qu'on peut faire, mais un code postal d'une salle, d'une structure, et un code postal d'un acheteur, quand il est donné, ça dit énormément de choses sur le nombre de kilomètres qui a été fait, mais aussi le temps pour se rendre. Vous savez que les kilomètres n'ont pas toujours le même temps dans le parcours. Une date de naissance et une date du jour, ça donne un âge. Une date d'achat et une date de spectacle, ça donne une anticipation. Derrière, on peut aussi créer des catégories avec des fourchettes de prix pour derrière pouvoir apprendre énormément de choses sur son public. Idem, retrouver une commande ou un acheteur plutôt sur une saison ou sur un historique, ça permet de définir aussi une récurrence d'achat, nombre d'achats par an ou nombre de jours moyens entre différents achats. Une fois qu'on a mis en place donc, toutes ces données, qu'on a créé ce que nous on va appeler cet actif de données, on va mettre en place un premier outil qui est un outil de visualisation et de segmentation de données. Ce fantasme un petit peu qu'on avait de l'outil de compréhension des audiences dans la radio, on a essayé un petit peu de le retranscrire ici, bien sûr avec les codes très spécifiques du spectacle vivant. Donc on parle de spectacle, on parle de billets, on parle de catégories, de canal, de tarifs. Pour les festivals, on va avoir des pages spécifiques qui vont parler des jours, d'édition, de fidélisation. On va avoir bien sûr toutes ces notions de réserver, éditer. À ce titre-là, on travaille vraiment de près avec les billetteries, notamment avec Sirius. Je vous donne un exemple. On a un indicateur qui pour nous est très important, qui est ce que je vous parlais, l'anticipation d'achat. Le nombre de jours entre la commande du billet et la date de la représentation. Pour ça suppose de disposer de l'information du moment de l'achat et pas juste de la date de dernière modification du statut du billet. On a accordé nos violons et désormais, avec Sirius, c'est très bien, ils sont en capacité de nous fournir cette information-là. Voilà. On fait tout ce travail-là aussi avec les billetteries pour ensuite permettre d'afficher des graphiques qui sont extrêmement simples. L'intuitivité, c'est vraiment l'un des maîtres mots de notre outil et qui permettent en 3 clics, en fait, littéralement 3 clics, de sélectionner mon public de la région Rhône-Alpes qui a acheté un spectacle par exemple un vaudeville et qui a entre 20 et 50 ans. Voilà. Tout cela constitue un segment qui est dynamique. À chaque fois que de nouveaux acheteurs vont correspondre à ces critères-là, ils rentreront automatiquement dans ce segment. Et derrière, et si tu veux bien juste passer après avoir fait mes segments, je peux les envoyer directement dans mon outil d'activation, mon outil de communication. Cet outil qui envoie à la fois on va faire les 3 à la fois, des communications SMS, des communications email bien sûr, et également qui fait appel aux réseaux sociaux pour ce que l'on va appeler la sosification statistique. J'ai parlé de mes acheteurs, par exemple de vaudeville en Rhône-Alpes qui ont moins de 40 ans, eh bien je peux les rentrer dans l'API Facebook, et ensuite on a une connexion directe pour que Facebook aille m'en chercher d'autres. Donc c'est à la fois un outil de fidélisation, je fais revenir ceux qui sont déjà venus par le passé, bien sûr dans les respects, avec pleine conscience du RGPD, et donc du coup la possibilité de traiter aussi et de n'envoyer que à ceux qui ont accepté de recevoir les communications. Lorsqu'ils se désinscrivent, de les désinscrire et donc d'actualiser ce statut de consentement. Mais aussi, je disais, donc la fidélisation, mais aussi de l'acquisition de nouveaux publics. Parce qu'une personne qui s'est inscrite à votre newsletter et que vous réussissez à transformer en acheteur, c'est considéré comme de la conquête. Quelqu'un qui vous a suivi, qui a laissé ses coordonnées via une intégration qu'on a également avec ce qu'on appelle Facebook Leads, la possibilité via Facebook de collecter des adresses email de gens qui souhaitent rester informés de votre programmation. Voilà, donc c'est à la fois cette double objectif de fidéliser et de conquérir aussi de nouvelles audiences.
je parle ici de produit parce que ça a été vraiment un angle très clair pour nous de choisir de non pas créer un outil, une plateforme unique, c'est pour ça qu'on parlera vraiment jamais de plateforme chez nous, mais de créer une suite d'outils pour 2 raisons essentiellement. Déjà pour une question, je le dis, d'intuitivité, on n'a pas besoin d'avoir tout dans le même endroit, et aussi pour une raison de collaboration. Dans un lieu, la personne qui va faire des segments pour dire voilà à qui cette promotion peut s'adresser, ça peut être une personne ou une catégorie ou un certain service. Ceux qui vont vouloir suivre quelques informations sur le même outil, également par exemple la direction, il va y avoir les graphistes ou les designers qui vont plutôt travailler sur l'outil d'activation. Et puis enfin, on a un dernier outil, je t'en prie, qui permet de mettre en place des enquêtes de satisfaction. Le public, le spectacle se termine, automatiquement, le public qui a assisté à la représentation reçoit un email le permettant de répondre à un questionnaire. C'est un outil qu'on est en train d'élargir considérablement puisqu'on ajoute désormais une notion de AJ-2, un message « Préparez votre venue ». AJ+1 pour certains acheteurs ou institutionnels ou autres, un message de remerciement. Le jour de l'anniversaire, un message d'anniversaire. Voilà. Donc pour résumer un petit peu tout ça, voilà, notre suite d'outils se branche sur vos données, vous permet derrière de les visualiser, de les comprendre, de les segmenter, derrière de mettre en place à la fois des actions de fidélisation et d'acquisition de public pour participer à la diffusion de vos œuvres, mais également ce qu'on va appeler du customer care, vraiment de l'attention au spectateur pour faire en sorte qu'il ait la meilleure information et que l'on puisse savoir ce qu'il en a pensé pour continuer de s'améliorer. Voilà. Merci. Super. Merci beaucoup, Oliver. Sofiane, nous présente un petit peu Arena Metrics, s'il te plaît. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sofiane, je suis responsable du service utilisateur d'Arena Metrics. Juste pour commencer par cette partie-là, le service utilisateur Arena Metrics, c'est celui aujourd'hui qui compte le plus de ressources humaines parce que, comme vous pouvez le voir, on a un produit, mais on a surtout un service. Ça viendra ensuite, je vous expliquerai. Je remercie Oliver parce qu'il va y avoir beaucoup de similitudes dans nos présentations. Du coup, je ne vais pas prendre autant de temps, mais je vais plutôt vous expliquer un petit peu l'état d'esprit, comment est-ce qu'on aide déjà les théâtres avec qui on travaille, notamment avec Sirius, avec qui on prend beaucoup de plaisir à collaborer. Donc pour reprendre au début, Arena Metrics, c'est un logiciel en ligne sur lequel vous pouvez vous connecter, il n'y a pas besoin d'installation, ce qui est quand même assez nouveau, plutôt pour les théâtres. On a l'habitude d'avoir jusqu'à aujourd'hui des logiciels où on a besoin soit d'héberger les serveurs à la maison, soit d'avoir une installation en physique, ce qui vous permet de travailler soit à l'extérieur, soit de travailler sur votre mobile ou tablette, ou directement depuis chez vous. Donc notre métier, nous aujourd'hui, enfin ce pourquoi surtout on a décidé de se lancer, c'était de simplifier le travail et de faciliter l'accès à la donnée des structures culturelles, notamment les théâtres et les opéras. Aujourd'hui, on réussit notre mission avec un peu plus d'une vingtaine de théâtres. On en partage à peu près 6 ou 7 avec Sirius sur la connexion billetterie. Et sinon, sur toute la France, on a à peu près on va dire une vingtaine de théâtres publics et à peu près 5 théâtres privés. C'est un peu sur le maillage territorial, il y en a beaucoup en Ile-de-France et un petit peu partout, pas beaucoup dans le sud-ouest. C'est pour ça que je suis content de venir ici aussi, pour pouvoir vous rencontrer. Du coup, Arena Metrics, on se connecte. Ce que ça nous permet de faire, c'est très simple. On peut directement observer toutes nos données pour répondre à tous vos objectifs. Aujourd'hui, que ce soit le service communication, le service mécénat, ou que ce soit pour des objectifs d'analyse, parfois pour les subventions, on a besoin de pouvoir créer des dossiers, de savoir d'où provient notre public, qui sont-elles, qui sont-ils, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils préfèrent acheter, évidemment. C'est ce qu'on va vous proposer, sans avoir besoin de créer des extractions et d'aller embêter le collègue de la billetterie et de lui demander de faire nos extractions d'Excel pour pouvoir les retravailler et faire nos calculs. En gros, aujourd'hui, vous vous connectez sur Arena Metrics, vous êtes connecté à la billetterie. On a d'autres marchés où on se connecte à d'autres sources de données, que ce soit le trafic Internet sur votre site Internet ou, comme l'expliquait Oliver, avec notamment des jeux concours ou alors de simples formulaires d'inscription à la newsletter web, par exemple. Pour pouvoir tout retrouver et pouvoir tout analyser. En un clic, vous allez pouvoir savoir qui sont les personnes qui ont des préférences pour un type de spectacle. Ça va nous permettre d'agir premièrement sur le remplissage, si on a besoin de remplir notre salle, de pouvoir animer la communauté en continu, d'avoir une animation claire et surtout le bon message à la bonne personne. C'est là-dessus qu'on va
plutôt axer nos messages, mais aussi pour pouvoir diversifier notre public. On a des missions, chaque théâtre a des objectifs chaque année, on veut rajeunir, on veut remplir, ou alors on veut mettre en avant certains spectacles. Aujourd'hui, avec toute cette donnée qui est analysée, qui est retraitée, dédoublonnée, qui crée des fiches contacts agrégées, vous avez la possibilité en un clic de pouvoir voir toutes ces informations-là. Vous pouvez être capable notamment de dire si vous avez aimé ce spectacle, vous aimeriez très probablement un autre spectacle d'un autre type. Parce que vous allez pouvoir avoir la somme des contacts qui ont apprécié un spectacle, mais qui ont aussi apprécié l'autre spectacle. En gros, la partie Arrelametrix se divise en 3 parties. Il y a une partie qui ressemblera un petit peu plus à ce que propose Duong dans PIMS, avec une partie donc, qui nous permet de nous envoyer des rapports automatiques d'activité, des tableaux et des courbes pour pouvoir suivre les ventes simplement. Il y a aussi un souci de gain de temps et de simplicité. Et une partie qui est plutôt axée sur le CRM. Juste pour petit rappel, un CRM, si ça a été créé initialement, c'est pour pouvoir connaître la relation qu'on a avec une personne depuis le début, c'est-à-dire qu'on est capable de savoir quels ont été tous les points de contact avec cette personne, pourquoi est-ce qu'ils nous ont contactés, qu'est-ce qu'ils ont voulu acheter et à quel moment, par exemple, quand il s'agit d'achat. Ainsi, cette partie nous permettra de pouvoir envoyer le bon message à la bonne personne, tout en respectant le RGPD. Juste pour faire une petite aparté sur le RGPD, évidemment, on se doit d'être irréprochable, tous, et je pense qu'on l'est. Mais plus que technologique, le RGPD, c'est aussi, selon moi, un état d'esprit. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on leur permet de pouvoir se désinscrire, oui, on leur permet de pouvoir s'inscrire avec plusieurs validations d'opt-in, mais cet état d'esprit, c'est aussi comment est-ce que je respecte mon public, parce qu'il le mérite, premièrement, et c'est en lui envoyant les bons messages au bon moment, c'est-à-dire les moments qui ne le dérangent pas, où ça ne le dérange pas, pardon, et surtout le message qui le concerne. Moi, demain, si je veux recevoir des messages d'une structure que j'apprécie, si je commence à trop recevoir de messages qui concernent des sujets qui ne m'intéressent pas, je me demande si mes données, en fait, elles sont au bon endroit quand elles sont chez eux. Donc voilà, c'est un outil qui est plutôt tourné vers l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on effectue assez souvent des demandes auprès de nos utilisateurs, ils viennent dans notre bureau ou alors on se déplace chez eux pour savoir qu'est-ce qui doit être amélioré, qu'est-ce qui peut être modifié pour qu'on puisse améliorer donc, on va dire, tout le parcours de l'utilisateur, parce qu'on a une certaine idée quand même de l'analyse des chiffres, de l'analyse du public et de la mise en place de communication sur les réseaux sociaux, via Facebook, notamment avec le lookalike, comme disait Oliver tout à l'heure. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, grâce à une connexion avec Facebook de votre CRM, d'aller chercher des jumeaux statistiques, ce qu'on appelle le lookalike, de vos acheteurs. Ou si ce ne sont pas pour des achats, on peut aussi chercher des jumeaux statistiques, des personnes qui se sont inscrites à vos ateliers ou des personnes qui seraient intéressées simplement par les informations du théâtre. L'idée par là, c'est de se dire qu'on va aussi optimiser les investissements, parce que je pense que c'est important pour les théâtres, aujourd'hui, de savoir où est-ce qu'on va mettre notre argent et combien est-ce qu'on doit en mettre pour pouvoir avoir l'effet escompté. Aujourd'hui, pouvoir connecter une base CRM avec des données très qualifiées, c'est-à-dire de savoir ce que les personnes aiment dans votre programmation, d'où ils viennent et l'âge qu'ils ont, et de pouvoir l'envoyer sur les réseaux sociaux pour demander de pousser de la pub à des personnes qui leur ressemblent, il est très difficile de faire mieux. Il est très difficile de faire mieux en matière d'acquisition. Parce que si on réfléchit en matière d'acquisition aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de solutions. L'acquisition de nouveaux publics, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir l'affichage qui est non mesurable. On va peut-être avoir le bouche à oreille. On va avoir tout le travail de la médiation culturelle aussi, qui va se diriger dans les écoles, dans les lycées, etc. Mais tout ceci est encore difficilement mesurable. Aujourd'hui, grâce à l'utilisation d'un CRM, vous allez pouvoir dire à Facebook, s'il vous plaît, retrouvez-moi les personnes qui ressemblent le plus à ceux qui ont été capables d'acheter des billets pour un type de spectacle spécifique. Malheureusement, on leur fait confiance à Facebook, ils nous connaissent très très bien. Ils utilisent plus de 500 critères pour pouvoir reconnaître les personnes qui ressemblent à ceux que vous avez envoyés. Donc ça, c'est aujourd'hui, si vous ne le faites pas déjà, je vous conseille d'investir sur ce moyen de communication pour acquérir et faire croître votre base de données et élargir votre public. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est vraiment une des grandes plus-values qui est très, très, très appréciée auprès de nos utilisateurs. Et après, bien sûr, il y a le circuit de fidélisation, mais c'est un cercle vertueux. Vous allez très vite comprendre, parce que si je fais de l'acquisition sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la personne, je lui pousse un lien vers ma billetterie, évidemment.
Donc elle va se retrouver dans mon circuit de fidélisation puisqu'on aura récupéré la donnée depuis la billetterie. Et ainsi, quand je parlais aussi d'optimisation de coûts de communication, la personne qu'on a acquise, on ne va pas la repousser sur les réseaux sociaux, donc ça fait du budget encore, on va dire, de mieux réinvesti dans la fidélisation. Donc l'objet aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux faciliter l'utilisation de cette donnée pour lui donner des résultats qui étaient censés être compliqués. À l'époque, on n'utilisait que des fichiers Excel. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'on a une plateforme qui aujourd'hui est utilisable par tous les services, comme je le disais tout à l'heure, la communication, le marketing, la billetterie, pour répondre à leurs différents objectifs. Voilà. Ok, très bien, merci Sofiane de cette présentation d'Arena Metrics. Alors concrètement, le positionnement de Sirius par rapport à tout ça, c'est que effectivement une partie de la donnée provient du logiciel. Donc nous, la manière dont on a souhaité l'aborder et que Laurent a souhaité l'aborder, c'est effectivement de développer une API sur laquelle chacune de ces interfaces a la possibilité de venir récupérer de l'information via un abonnement de la part du théâtre ou du lieu culturel concerné, pour pouvoir justement bénéficier de ce retraitement derrière. Donc nous, notre positionnement reste un petit peu agnostique, comme on l'a toujours souhaité. C'est que c'est à vous de choisir également la société ou le système ou la manière de travailler qui vous correspond le plus par rapport à vos besoins et ce que vous souhaitez en faire derrière. Alors concrètement, par rapport aux données Sirius qui sont extraites aujourd'hui, il est réutilisé, ou en tout cas ou d'un logiciel de billetterie quelconque. Quelles sont les autres sources justement? On en a parlé un petit peu, il y a les newsletters, éventuellement les inscriptions aux newsletters. Est-ce qu'il y a d'autres sources aussi de données qui peuvent intervenir là-dedans? Alors, plutôt sur des marchés connexes, on va dire d'autres secteurs d'activité. Alors, pour la vingtaine de théâtres que j'accompagne aujourd'hui, alors, bien évidemment, source prioritaire, ça c'est vraiment à retenir, comme l'a dit Oliver tout à l'heure, c'est la billetterie, qui est une donnée très qualifiée et qui représente vraiment on va dire, le cœur de métier. Ensuite, on a les inscriptions en ligne, on a les différents jeux concours. On a tous peut-être les questionnaires de satisfaction également, comme le présentait tout à l'heure. Et dans d'autres marchés, on va avoir aussi, par exemple, la connexion à la boutique. Si on a une boutique en ligne, je peux vous faire un parallèle avec les lieux de visite, par exemple. On travaille avec la Monnaie de Paris. Et aujourd'hui, la plus grande source de données de la Monnaie de Paris, ce ne sont pas ses visiteurs, mais ce sont les acheteurs de pièces qui sont frappés Monnaie de Paris. Donc se priver de cette source de données-là, ça aurait été dommage. Ainsi, on connecte et la boutique, et pour des cas similaires, et la boutique et la billetterie, ce qui nous permet d'avoir une seule fiche contact, parce qu'on crée un identifiant unique à ces personnes-là, et savoir que ce sont des personnes qui visitent, mais qui aussi achètent une pièce, par exemple. Ce qui est possible dans d'autres marchés où il y a peut-être dans les concerts, pour les salles de concert qui vendent des goodies, c'est de savoir, une personne, quand elle vient voir un concert, elle achète aussi un t-shirt en ligne sur le site du concert, par exemple. J'ai ça comme exemple. Tu veux rajouter quelque chose, Oliver ? Je voulais dire effectivement, je suis absolument d'accord avec toutes ces sources-là qui sont effectivement très, très importantes. On peut citer aussi, mais alors ça concerne vraiment surtout là, les festivals, mais le cashless. Vous savez, les achats via des bracelets ou via des cartes qui sont liés aussi à un billet, qui sont liés à une adresse email et qui derrière peuvent dire aussi des choses sur la consommation sur le lieu. Voilà. Je dis ça concerne essentiellement les festivals, mais dans l'univers du théâtre, on a aussi la donnée de contrôle d'accès. La donnée de contrôle d'accès, elle dit aussi énormément de choses. On compare les personnes qui se sont effectivement rendues à la représentation et ceux qui l'ont acheté. Bon, on a un taux d'occupation, mais on a également, et c'est le cas par exemple avec d'autres billetteries que je ne citerai pas, la possibilité derrière d'utiliser le contrôle d'accès pour se dire ceux qui n'ont pas été bipés à l'entrée ne recevront pas le questionnaire de satisfaction. C'est normal, je ne suis pas venu, pas de raison que je le reçoive. Et puis également une troisième source de données que je commençais tout à l'heure à esquisser, c'est en fait c'est toutes les autres sources de fichiers de contact qui ne sont pas forcément dans votre billetterie. Les tutelles, les institutionnels, les scolaires, les mécènes pour certaines structures aussi, le fait d'avoir c'est la règle un peu des 80-20 ou des 90-10 quoi. On a 5 ou 10% de nos contacts parce qu'ils contribuent financièrement, parce que ce sont des leaders d'opinion, parce que ils sont très attachés au lieu. Il faut d'autant plus avoir un contact
proche avec eux. Et donc voilà, ce sont d'autres sources de données qu'on peut citer en plus de la billetterie et de celles qui ont été citées tout à l'heure. Alors justement, puisque dans ces autres sources de données, il y a des services annexes, je pense que ça vaut le coup qu'on enchaîne. Ça se fait tout seul, donc c'est parfait. Alors, hop, je reviens. Tac. Ah, vous avez bien fait de venir. Voilà, donc rien que pour ça, ça se justifiait. Alors. Ouais, donc juste pour continuer sur les autres sources de données, qui finalement rejoignent la billetterie, hein, puisque nous, on va s'intégrer à la billetterie aussi. Donc juste pour les gens qui n'étaient pas là, Adrien, Adrien, pour Share Group, Share Group, le paiement partagé. Voilà, exactement. Donc ce qui est affiché. Donc voilà. Donc l'idée, c'est évidemment, le paiement partagé, c'est de pouvoir effectuer une réservation de groupe sans avancer l'argent. L'idée, ça va être de pouvoir collecter par contre les données de chacun des participants à cet achat. Donc chacun des membres du groupe va devenir un client à proprement parler. Donc on va fournir justement ces données très qualifiées aux différents outils qui ensuite les retraitent, les enrichissent. Donc on va, dans le respect encore une fois du RGPD, avec un double opt-in, on va fournir le nom, prénom, adresse email, habitude de paiement également sur les co-acheteurs. Donc ça va pouvoir être des sources de plus de clients, des clients qui demandent peut-être encore à être convaincus. Ils seraient peut-être pas venus s'ils avaient dû venir seuls. Et notamment ceux qui sont venus par la deuxième partie, donc sur le viral booking, donc la possibilité d'une sorte de parrainage finalement lié au paiement partagé, donc d'inviter d'autres amis qui n'avaient pas forcément prévu de venir à participer à cette aventure, à ce spectacle. Et donc voilà, juste pour ajouter quelques données, c'est vrai qu'on a lancé un questionnaire justement après une bonne partie de la saison avec Serge Chevalier, et donc plus de la moitié des participants, donc c'est 53% je crois de mémoire, ont indiqué que des personnes qui n'avaient pas prévu de venir se sont finalement ajoutées à la réservation. Et donc c'est des clients qui n'existaient pas finalement peut-être dans aucun des radars jusqu'à présent, et que vous pouvez désormais retargeter. D'accord. Merci Adrien. Maxime. Donc Maxime Lignel, Relax Tickets. Donc nous, c'est une plateforme de billets qui permet aux acheteurs d'acheter et de vendre des billets de seconde main en toute sécurité et toute légalité. Et donc en termes de données, nous on devient un énième point de contact pour les acteurs qui après gèrent la donnée. Et donc ce ne sera pas un point de contact si important que la billetterie, puisque nous on va plus être un point de contact sur 10% des billets qui vont être échangés, entre 5 et 10%. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment les billets sont échangés, et notamment avec les pics de revente de billets. Je sais que PIMS, justement, vous présentez notamment les actions de communication, comment elles sont bien réalisées et quelles sont justement les actions de communication qui vont avoir un effet très positif sur les ventes de billets. Et nous, on peut aussi mettre en valeur des actions qui vont avoir un effet plutôt négatif sur les billets et qui vont faire que des gens vont vouloir mettre en vente les billets. Donc parfois, ça peut passer par une annulation d'un artiste ou d'un spectacle, etc. Mais ça peut être aussi la cannibalisation d'un autre événement qui va lancer sa programmation en même temps que vous. Et ça peut être des données assez intéressantes à mettre en valeur. On a aussi l'effet de se dire que les personnes qui vont acheter sur la plateforme de revente, c'est souvent des personnes qui vont acheter les billets au dernier moment. Et ces personnes-là, c'est peut-être intéressant justement de communiquer avec eux, comme tu disais Sofiane, au moment où ils sont le plus prompts à acheter les billets, donc presque au moment où en fait l'événement se passe. Et il y a aussi notamment les listes d'attente dont on parlait tout à l'heure, ouais. aussi les alertes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand les gens vont souscrire un système d'alerte ou un système de liste d'attente qui va les prévenir en cas de vente de billets, la plupart du temps, toutes ces personnes ne vont pas réussir à avoir un billet. Mais ça peut être très intéressant de les recontacter en leur disant mais écoutez, là il y a un plateau qui est très similaire à celui auquel vous avez mis une alerte, et donc ce serait intéressant de les contacter à ce moment.
Donc les deux services, en tout cas les deux services que vous proposez, toi Maxime et Adrien, sont très différents, mais néanmoins permettent de récupérer de l'information sur du nouvel acheteur en fait. Donc que ce soit un acheteur complémentaire, en tout cas quelqu'un qui a pris une place mais qui ne l'a pas payé ou qui va la payer dans ce partage de paiement, en tout cas qui ne l'aurait pas payé initialement. Et vous Maxime, au niveau de Relax Ticket, avec le fait de la revente de place et de la récupération du nouvel acheteur de la place, quelque part. Complètement. Aujourd'hui, c'est des données en fait qui existent, mais qui sont dans la nature, et c'est dommage de ne pas justement les collecter pour essayer d'apporter un meilleur service. Absolument. Alors concrètement, ces données, j'aime bien concrètement comme mot, je sens que je vais le dire souvent. vous les retraitez tous, vous les pour en sortir des diagrammes, des histogrammes. Quels sont vos outils de retraitement quelque part? Qu'est-ce que vous utilisez? Ce sont des algorithmes, qui vous sont propres, comment c'est retraité en fait quelque part? Je vous pose ça de manière un peu naïve comme question. Alors, pour être franc, nous, ce qu'on fait, on ne réinvente pas la roue. Toutes les analyses, les diagrammes, les graphiques qu'on sort, souvent existent déjà chez les organisateurs, chez les salles, dans des Excel, pour ceux qui ont le temps de les générer, si je puis dire. Et en fait, on n'a fait que dématérialiser cette action pour leur faciliter la tâche. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en plus, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que déjà répondre à un besoin primaire qui est de voir le niveau de vente, alors pas que dans une case Excel, mais de voir visuellement qu'on en est à 15% de remplissage à 3 semaines de la représentation, ça n'a pas le même impact que de voir deux cases Excel s'affronter. Et aujourd'hui, nous, on dit toujours que c'est d'abord un problème de data visualisation, donc de représentation graphique de la donnée. L'esprit humain perçoit mieux le concept quand c'est visuel. Et donc en fait, on va utiliser toute une gamme de bibliothèques, d'outils de data vis qu'on va parfois remodifier pour les besoins du spectacle parce que c'est un métier particulier, mais simplement ce sont des outils, on va dire, informatiques classiques que nous utilisons simplement pour retranscrire les données brutes dans un format visuel. Rien d'extraordinaire, heureusement. Très bien. Moi, je vais reprendre ce que disait Oliver tout à l'heure, c'était intéressant avec la notion de date d'achat. En gros, pour le retraitement de la donnée, il y a une image qui fonctionne bien également, c'est de se dire, à partir d'un clic de validation d'achat, on va pouvoir en ressortir un grand nombre de calculs. Parce que sur un clic, il y a une heure de clic, il y a un jour de clic, il y a une date de clic. Déjà, on va être capable de savoir si les personnes sont plus aptes à pouvoir recevoir nos communications et pouvoir commander, réserver un spectacle. Est-ce que c'est plutôt un lundi, parce que c'est un jour? Est-ce que c'est plutôt un mardi, un mercredi? Est-ce que c'est plutôt à 14h? Est-ce que c'est plutôt à 15h? Mais à partir de cette date-là, qu'on compare avec la date d'événement, on a toute une autre somme de calculs qui peuvent se faire. Donc en plus de savoir son moment préférentiel de communication et d'achat, on va être capable de savoir combien de jours avant le spectacle il préfère acheter. Ça, c'est une simple soustraction, mais elle se fait automatiquement. Et on peut savoir, donc, en moyenne, et là où l'algorithme travaille, c'est qu'on est capable de créer des typologies de population. On va pouvoir avoir ce chiffre-là sur les moins de 25. On va être capable d'avoir ce chiffre-là sur toutes les personnes qui achètent peut-être un type de spectacle. Est-ce qu'ils préfèrent le lundi? Est-ce qu'ils préfèrent le mardi? Est-ce qu'ils préfèrent 14h, 15h, 16h? Ou est-ce qu'ils préfèrent recevoir leur communication pour acheter 7 jours avant, 3 jours avant ou le jour même? Donc c'est-à-dire qu'à partir d'une seule date, d'un seul clic, on a une heure, une date où on fait démultiplication des soustractions avec la date de l'événement et on peut en sortir un grand nombre de statistiques. Ce qui a toujours été possible, je veux dire comme donc, on n'a pas réinventé la roue, sauf qu'il faut avoir l'idée, l'envie, le temps et en plus la capacité technique de le faire sur Excel et d'avoir toutes ces possibilités et de dire laquelle m'intéresse aujourd'hui. Un logiciel comme Arena-Metrix aujourd'hui te permet de les avoir toutes devant les yeux et de te dire quelle est celle qui va m'intéresser pour mon analyse du jour, en quelque sorte. D'accord. Très bien. Donc, sur la question des traitements de données, alors déjà je mets à part déjà tout le travail qu'on fait avec la billetterie en question pour s'interfacer et pour déjà comprendre, voilà, qu'est-ce qu'on appelle un billet réservé, édité, c'est pas toujours les mêmes typologies, qu'est-ce qu'on met derrière manifestation, derrière recette, derrière tout ça. Bon. Mais ça c'est quelque chose qu'on fait, voilà, c'est une première série mais que l'on fait une fois pour toutes avec le système de billetterie. Ensuite, d'un point de vue des traitements qui sont appliqués, qui sont réalisés, on va dire qu'on va en avoir 3 types.
Le premier, ce sont des traitements algorithmiques. C'est des choses qui sont faites automatiquement dans la nuit. En fait, donc on reçoit vos données, ou dans le cas de Sirius, par exemple, on va les chercher en requêtant l'API. Et derrière, on applique toute une série de traitements de nettoyage. Bon, quand un email ne contient pas de arrobase, par exemple, on ne considère pas que c'est un email. Quand un spectacle a été orthographié d'une manière ou d'une autre et qu'on a une bonne orthographe, on va les fusionner. Quand un profil était déjà existant, on ne va pas créer un nouveau contact, une nouvelle fiche, on va l'ajouter à un profil existant. Donc ça, c'est cette série de traitements. Et je vous en disais donner quelques-uns tout à l'heure. Nombre de kilomètres parcourus, nombre de jours d'anticipation entre l'achat, enfin la commande et le spectacle et autres. Il y a un deuxième type de traitement qui sont des traitements qui sont manuels et que nous on va appeler un petit peu de la fusion ou de l'édition de données. Je vous donne un exemple. On a, et c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, parfois un nombre de tarifs absolument énorme, surtout quand on regarde à l'échelle d'une saison ou à l'échelle d'un historique. On a je prends l'exemple d'un festival, mais j'aurais pu prendre autre chose. On a des festivals qui ont un tarif spécifique pour chacun de leurs sponsors. Derrière, ils se retrouvent avec, juste pour le pass du jeudi, 52 tarifs différents. Bon, ça, c'est une grande force des systèmes de billetterie qu'il faut impérativement garder. Mais quand derrière, on veut passer à la phase d'analyse, une série qui regroupe ces 52 tarifs en tarifs collaborateurs de sponsors ou collaborateurs des partenaires, c'est largement suffisant. Et donc, on va mettre en place une sorte de table de correspondance. Et à chaque fois qu'on verra le tarif collaborateur Peugeot, ça deviendra tarif collaborateur partenaire. Bon, voilà. Cette deuxième série de traitements qu'on fait avec nos clients au moment de la mise en place de l'outil, au moment du démarrage de la saison, pour qu'on puisse passer d'une donnée extrêmement souple, qui est celle de la billetterie, qui est très très complexe à gérer, à une donnée qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus manipulable, beaucoup plus maniable. Et puis enfin, il y a une troisième série qui est directement faite sur nos outils. C'est tout à l'heure, je vais expliquer, faire un segment. Je veux étudier de manière répétée dans le temps la consommation de spectacles des jeunes de moins de 30 ans qui habitent dans Lyon Centre. Bon, ça, c'est une série de critères qui sont sauvegardés dans le cadre d'un marque-page. Et derrière, ce sont des traitements que je vais appliquer à ma base pour étudier sous différents angles cette catégorie, ce que nous on va appeler un segment ou un marque-page. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que derrière, déjà, on ait les bases et que quand on affiche une séance d'un spectacle dans l'outil, on trouve au billet près et au centime près la recette. Et c'est pour ça que ce cadrage-là et que cette collaboration très proche avec le service avec la billetterie est essentielle. Sans quoi tous les traitements qu'on applique derrière n'ont pas vraiment de valeur, quoi. Très bien. Alors bon, déjà, tu seras d'accord, Cyril, quand on a 52 tarifs, c'est que nous n'avons pas bien fait notre travail. C'est qu'à un moment, nous n'avons pas dit warning, attention, il ne faut pas. Mais on peut quand même justement laisser cette souplesse pour le spectateur, mais derrière ne pas avoir à rendre la donnée compréhensible aussi en analyse par des regroupements. C'est cette articulation-là qui est compliquée entre la justesse de l'information, quitte à ce qu'elle soit difficile à aller chercher parce qu'elle existe dans le logiciel Sirius, et l'apport aussi qui est de données extérieures qui viennent l'enrichir, et aussi une grosse partie simplement de présentation. Mais c'est pas possible d'être juste graphiquement attrayant et derrière faux concernant une information. Sur une date de réservation, quelques clics et un tableau, c'est très joli, c'est très intuitif. Et derrière, pour nous, ça peut avoir été d'énormes questionnements sur qu'est-ce qu'on va prendre en compte, la date de la fabrication de l'abonnement, non, la date de l'ajout de telle place dans l'abonnement. Et on a souvent eu des gens qui étaient séduits par le graphisme et finalement qui passaient outre, fort de ce graphisme-là, sur la réalité de l'information. Donc c'est des métiers où vous devez apporter quelque chose, et où nous, il faut qu'on sache quoi vous donner, quoi exploiter. C'est une articulation qui est... Que l'on tâche de mettre en place. Voilà, exactement. Alors justement, par rapport à cette phase d'analyse qui est faite, dont tu parlais, Oliver, avec une structure au départ, pour comprendre justement ce que c'est qu'une place réservée, une place éventuellement confirmée, selon les logiciels, selon même l'utilisation différente du logiciel dans certains lieux, par rapport à cette terminologie-là. Vous travaillez avec, je suppose, un service au départ pour cette phase d'analyse, et au final,
le quotidien, c'est plutôt avec les services de billetterie, je suppose que c'est fait. Enfin, grosso modo, vous êtes sollicité par les services marketing quand il y en a, et derrière, le quotidien, c'est le service billetterie qui le gère. Comment ça s'articule, ce passage de l'un à l'autre, et comment vous faites? Oui, alors effectivement, d'abord, on commence très souvent donc, avec la billetterie, parce qu'effectivement, c'est là où se trouve la donnée essentielle, et c'est seulement c'est déjà souvent d'où provient, là d'où provient le besoin de disposer d'outils de suivi, mais effectivement, très rapidement, on va parler aussi sur les aspects marketing et sur les aspects donc, voilà, promotion, mise en avant de l'offre, diffusion. Dans certains lieux, ça va être les mêmes personnes, ça va être les mêmes individus. Dans d'autres lieux, souvent un petit peu plus grands, c'est absolument pas le cas et on va pas parler le même langage. Et souvent d'ailleurs, ces personnes ont parfois du mal à se comprendre parce qu'une vision billetterie n'est pas une vision marketing. Et nous, justement, on tente de les rapprocher en disant, mais précisément, si en fait, la billetterie est la source d'information majeure pour adapter vos prix. Le pricing fait partie du marketing. Adaptez votre offre, adaptez aussi votre plan de promotion, adaptez aussi vos efforts marketing en suivant des courbes de remplissage, en suivant des courbes de vente. Voilà. On va parler aussi un petit peu, mais c'est vrai, assez faiblement sur les aspects artistiques, justement, en collectant ces informations qualitatives sur le spectacle. Qu'est-ce qui a plu, le décor, quelle est, par exemple, quand on fait jouer 2 troupes en alternance, quelle est la troupe qui obtient les meilleures notes de la part du public. Et donc, du coup, on va parfois avoir des conclusions, parce qu'on ne va pas vraiment faire de préconisations sur les aspects artistiques, mais en tout cas des conclusions qui peuvent derrière concerner l'artistique. Et voilà, c'est essentiellement ça, billetterie, marketing, communication et de temps en temps artistique. Ouais. Très bien. Diong, de votre côté, quels sont vos interlocuteurs, parce que votre fonctionnement est un petit peu différent, puisque vous êtes déjà dans l'analyse du marketing, en fait, donc je suppose que c'est pareil. Enfin, vous avez des interlocuteurs privilégiés. C'est un peu similaire parce que, alors moi j'ai fait le chiffrage, on a à peu près, je crois, 1357 comptes utilisateurs répartis sur toutes nos bases clients. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait une moyenne de 13 par base cliente. Et on se rend compte que parmi ces 13 comptes, la majorité sont des comptes billetterie, parce que c'est vrai que la source principale reste la billetterie. Maintenant, dans les interlocuteurs qu'on a souvent au téléphone, bien sûr, il y a la billetterie. Quand ça ne marche pas, on est les premiers au courant, comme toujours. On a aussi, bien sûr, les gens de la communication, du marketing, mais on a aussi les gens de la comptabilité, du contrôle de gestion, et même souvent, pour les petites structures, la direction qui nous appelle directement en nous demandant pourquoi est-ce que ça ne marche pas, ou comment est-ce que je peux faire dans PIMS certaines actions. Et en fait, ce qu'on voit dans l'utilisation de PIMS, c'est qu'aujourd'hui, tous les services sont concernés par notre système. D'abord la direction, parce que d'un coup, ils peuvent accéder à tous leurs chiffres. Ils peuvent vérifier, si je peux dire, sans parler de flicage, le travail de leurs équipes respectives. Ils peuvent également avoir la main sur des données qui sont en général segmentées, parce que réservées au contrôle de gestion, à la comptabilité. Donc ce sont en fait des données qui sont quand même, qui étaient jusqu'à présent éparpillées dans leur système d'information et qui se retrouvent désormais centralisées, et ce qui nous permet après d'avoir une multitude de collaborateurs, parfois même jusqu'au manager de l'artiste, qui nous appelle pour nous dire c'est super, vous avez bien bossé les gars, mais on ne sait même pas de quel artiste il s'agit parfois. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'ils soient contents, et on est ravis de travailler avec eux. D'accord. Très bien. Donc effectivement, c'est vrai qu'on avait vu, on en avait parlé, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, effectivement, qu'il peut y avoir des accès partiels à de l'information chez vous tous, justement pour les producteurs, ce genre de choses, pour des vérifications de chiffres, ce genre de choses, me semble-t-il. Alors nous, ça a été une demande très très forte de beaucoup d'établissements type salle de spectacle. La dernière en date, c'est l'Olympia à Paris, qui a créé, je crois, 150 comptes utilisateurs restreints pour leurs organisateurs qui viennent dans la salle. Jusqu'à présent, c'était quelqu'un à la billetterie, une personne qui devait générer un Excel, créer un email, mettre les chiffres dedans, mettre un message, bonjour, voici les chiffres de vente d'aujourd'hui. Et ils envoyaient ça chaque mardi, chaque vendredi, toutes les semaines. Donc c'était laborieux, c'était long, et puis parfois on n'a pas que ça à faire, pour être franc. Il y a d'autres priorités, mais c'était une contrainte aussi, parce que c'est quand on achète un spectacle ou quand on est l'espace qui gère la billetterie, il faut retourner ces chiffres, c'est primordial pour l'organisateur. Avec PIMS, ils ont
arrêté ce travail. Ils ont annoncé du jour au lendemain qu'ils mettaient à disposition un compte pour chaque organisateur et chacun peut venir consulter les chiffres à l'heure qu'il veut dans la journée du week-end, récupérer plus de visibilité sur les chiffres aussi de recettes. Ils peuvent rajouter leur plan de com, et ce qui permet en fait un travail collaboratif, parce que quand la salle remplit, c'est bien. Quand ça ne remplit pas, on va souvent dire que c'est la faute de l'autre. Là, du coup, on voit tout de suite qui travaille ou qui ne travaille pas. Voilà. Chez vous, merci Young. Chez vous, Sofiane, c'est un petit peu pareil. Chez Arenametrics également, je suppose que les interlocuteurs sont plus ou moins le marketing, la billetterie, la communication. Alors ça dépend vraiment de la taille de la structure. Comme l'expliquait Oliver tout à l'heure, c'est assez fréquent qu'on rencontre des structures où il y a une personne qui fait à peu près tout. Des personnes très courageuses et très compétentes d'ailleurs. Donc celle-ci est à la fois qui s'occupe de l'ouverture de la salle, qui s'occupe de la billetterie, qui s'occupe de la communication quand elle a le temps, qui est aussi qui doit faire des rapports d'activité, etc., etc. Donc celui-ci c'est le cas où on a une personne multifonction. Sinon on est très proche des personnes qui utilisent la billetterie, donc des chargés de billetterie généralement, forcément au début pour pouvoir se caler, parce que comme on l'expliquait, chacun a sa propre lecture des tarifs, c'est aussi simple que chaque tarif est une abréviation. Donc il est clair que si je veux faire l'installation moi-même, je vais à coup sûr faire des erreurs. Donc nous aujourd'hui, la manière dont on fonctionne, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est 4 au service accompagnement et formation, et on est chacun responsable à peu près on va dire d'un secteur, et on va se déplacer quand on le peut pour pouvoir en amont, avant le lancement du projet, pouvoir être sûr que l'alignement de la donnée sur le visuel du logiciel en ligne est OK pour eux. Si c'est le cas, on lance le projet, on détaille nos formations. Généralement, on fait 3 formations. On a une formation billetterie qui est axée sur les objectifs des opérateurs billetterie et des responsables billetterie. Et on va refaire une autre formation qui est un peu plus longue, qui concerne l'analyse des publics, l'activation de ces contacts via les différents outils marketing. Et enfin, on a une dernière formation quand c'est nécessaire qui concerne, on va dire, l'optimisation du routage d'email et SMS. Donc là, on a finalement tout le panel qui nous concerne, c'est la billetterie, la communication, le marketing et la créa côté emailing et SMS. Très bien. Et juste pour rebondir sur les utilisateurs restreints, c'est vrai qu'il y a une demande qui est venue directement des utilisateurs, qui nous est arrivée assez tard. On ne se doutait pas que ça allait être une demande si forte, c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Il y a beaucoup d'acteurs qui demandent à ce que pas tout le monde ne puisse accéder aux mêmes fonctionnalités ou au même niveau d'info dans un outil. Il y a des exemples qu'on aime moins, où parfois il y a un responsable qui dit « je ne veux pas que le stagiaire voit le chiffre d'affaires ». On le fait quand même. Et on peut voir aussi, par exemple, des personnes qui envoient un rapport automatique aux collectivités territoriales ou aux coproductions et ils ne veulent pas faire apparaître, par exemple, le chiffre d'affaires. Donc on a aussi ce degré d'affichage-là où on peut soit segmenter des parties de l'outil ou alors des degrés d'information. Donc quand vous communiquez avec la collectivité territoriale dont vous dépendez, et que vous devez peut-être montrer que vous faites des efforts concernant le remplissage, vous n'êtes pas obligé d'afficher dans vos rapports automatisés, par exemple, le chiffre d'affaires. Tout ce qui concerne la modification de fiches contact aussi. Par exemple, pour la Cité de l'Architecture avec qui on travaille à Paris, il y a une quinzaine de personnes qui utilisent et qui sont uniquement CRM, fiches contact, modification, mise à jour et envoi de listing. Ces personnes-là, par exemple, n'ont accès qu'à cette partie-là. Voilà. Ok, très bien. Donc effectivement, une gestion de droit d'accès à la donnée de manière différenciée en fonction de qui on est. Un des derniers points sur lesquels je souhaiterais qu'on voit, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'un cercle un petit peu vertueux justement de services annexes à l'achat de billets qui enrichissent le parcours spectateur et qui enrichissent la donnée aussi. Comment vos outils, au final, on voit bien l'apport que ça peut avoir pour une structure, mais comment est-ce que, au final, cette structure va l'utiliser pour enrichir le parcours de son spectateur? Vous avez des exemples peut-être que vous avez connus dans des lieux que vous avez pu équiper, que ce soit dans le théâtre, dans le concert ou ce genre de choses, ou
Moi déjà, je vais commencer juste parce qu'on n'est pas revenu sur ce que disaient nos deux amis. Par exemple, Share Group, ce qui est très intéressant, c'est que moi, sur les 4 dernières années où j'accompagne des structures dans l'analyse de leurs données, la récupération, il y a une question qui nous revient tout le temps et qui finalement n'était pas vraiment de notre ressort. C'est comment est-ce que je fais pour avoir la donnée de mes bénéficiaires et pas seulement des acheteurs. Et on a une solution aujourd'hui avec Share Group, je trouve ça vraiment très intéressant de dire une personne qui achète pour 4, on n'a qu'un seul contact. Et imaginons si les 4 puissent acheter à chaque fois leur propre billet, on multiplie par 4 la taille de notre base de données et ainsi par 4 on va dire les données utilisables qu'on possède. Donc ça c'est vraiment très complémentaire avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si on me promettait que je pouvais multiplier par 4 tout le nombre d'acheteurs sur toutes mes bases de données, je signe tout de suite. Voilà. Mais il faut. Alors, nous, on a eu des demandes récemment de la part de nos clients pour interfacer PIMS vers des services annexes. Alors, pas comme Share Group ou Relax Ticket encore, j'espère que ça va venir, mais vers le site web, tout simplement. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour certaines structures, mettre à jour la liste des séances ou des spectacles sur le site web, c'est encore fait à la main. Quand on ne dispose pas forcément d'un module, on va dire, web qu'on peut intégrer en ligne comme certaines billetteries pourraient le proposer, certains continuent de mettre à jour le code du site web ou de passer par un prestataire pour le faire. Donc c'est assez laborieux quand on fait une centaine de spectacles ou de concerts par an. Nous, dans PIMS, en fait, toutes les données sont agrégées et sont ensuite redistribuables par API, donc en fait par une interface ouverte qui permet par exemple à une agence de com de venir construire un connecteur supplémentaire par-dessus PIMS pour alimenter le site web tous les jours. Donc ça c'est déjà en place. On a eu une demande récemment pour alimenter également le chatbot. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites via cette interface de communication, notamment dans l'événementiel. Donc dernièrement, est-ce que mon événement est annulé à cause du coronavirus, voilà, par exemple, ou quand est-ce que va démarrer mon spectacle, ou quand est-ce que les Pink Floyd vont revenir en 2020, on ne sait jamais. Ce genre de questions arrivent. On a des réponses dans notre plateforme de données. Donc en fait, l'idée, c'est que le chatbot puisse venir récupérer ces données directement dans notre sein pour pouvoir les exploiter et créer des réponses cohérentes par rapport à la question posée. Donc ça, c'est des exemples d'usage qui sont en train de se mettre en place en 2020. Je pense qu'il y en aura d'autres derrière, notamment sur la gestion de la revente ou le paiement à plusieurs. Ça semble naturel. L'assurance aussi, c'est surtout en ce moment. Et il y a beaucoup d'usages qu'on peut créer une fois que toutes les données sont collectées. Il faut juste être capable de les fournir au bon interlocuteur pour les exploiter. Okay, très bien. Également par rapport aux données supplémentaires, la transition est toute faite parce que, par exemple, avec un outil comme PIMS, comme vous le disait Duong tout à l'heure, dans lequel on peut rentrer les campagnes qu'on a faites, de promotion, d'affichage, d'extérieur, de display ou autre, on a une passerelle pour justement pouvoir dire, quand on fait une action dans notre outil d'activation Delight, on peut renseigner la séance concernée, et quand on est équipé de Delight et de PIMS, directement avoir un marqueur dans PIMS qui dit voilà, à ce moment-là, une action email a été envoyée à tant de personnes pour voir si effectivement ça génère une augmentation. Sur le sujet effectivement majeur de données supplémentaires, passe forcément par la donnée des accompagnants. Par exemple, dans le domaine des festivals, j'ai dit avec les données cashless, on a pu reconstituer aussi une partie, puisqu'un compte cashless est le plus souvent lié à une commande. Et donc, du coup, quand on a un acheteur pour la commande de 4 billets, mais qu'on a derrière 2 ou 3 comptes cashless supplémentaires, on peut se dire qu'on récupère aussi une partie de ces accompagnants non acheteurs. Toujours sur ce sujet-là des accompagnants, on a fait pas mal de choses, notamment avec des théâtres à Paris. Je pense au groupe qui est le théâtre Édouard VII et le théâtre Fontaine et Nouveauté. Ils ont en fait organisé un jeu concours où voilà, ils distribuaient un petit papier à l'entrée du théâtre. Alors je vous rassure, on va finir par le digitaliser, mais là c'était vraiment une volonté de le faire sur papier. Et en fait derrière, les données qui sont saisies manuellement par le public à l'entrée sont derrière. On a mis une interface à disposition de ce lieu et qui permet derrière de les renseigner et qui viennent directement nourrir
la base de données tous les soirs. Voilà, on a également organisé un partenaire, pas mal de jeux concours et qui sont en fait des éléments très forts parce que bien souvent quand le lieu, la troupe, les artistes ou autres ont un ancrage fort sur les réseaux sociaux, ils sont en capacité de drainer vraiment beaucoup de personnes qu'on va qualifier d'intentionnistes et qui donc derrière sont derrière une réserve de vente, une réserve de croissance. Et donc c'est aussi vraiment sur ces terrains-là qu'on travaille. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces différents points qu'on a pu évoquer ou des compléments d'informations dont vous avez besoin? A priori, malgré cette assemblée incroyable, est-ce que vous avez des éléments également à ajouter sur lesquels vous voulez revenir ou des choses que vous voulez nous dire supplémentaires? Sofiane. Je reviens sur le dernier sujet parce que j'ai parlé de share group, mais du coup, je n'avais pas non plus apporté mon point de vue. C'est clair que la donnée supplémentaire, ça a beaucoup de valeur. C'est difficile à aller chercher. C'est pourquoi le petit point sur les campagnes sponsorisées lookalike dont on parlait tout à l'heure est une bonne manière de récupérer des nouvelles personnes. Mais en plus de ça, par exemple pour le cashless, je vais ajouter juste une anecdote qui est intéressante. Cette donnée aujourd'hui qui permet, par exemple dans un festival, de pouvoir aller acheter dans différentes buvettes une boisson ou quelque chose pour se restaurer. On a un festival à nous qui utilise cette donnée-là et ça leur permet de savoir quels concerts ces personnes sont allées voir. Parce que c'est une donnée aujourd'hui qui n'existe pas vraiment dans les festivals, comme il y a 4-5 scènes. Bien sûr, Et le fait de savoir à quelle buvette les personnes se sont restaurées leur donne une forte indication de savoir à quel concert ils ont participé. c'est une localisation de la personne via ses paiements cashless. En fait, exactement. D'accord. Exactement. Donc finalement, de toutes ces sources de données qu'on énumère, on a encore énormément de potentiel. Il s'agit de trouver les idées, de savoir avec quelle autre source de données on va pouvoir les croiser pour avoir une donnée qui est certaine. Notamment, je vais compléter ce que tu disais tout à l'heure sur le retour sur investissement des campagnes. Par exemple, aujourd'hui, sur Arenametrics, on a créé une page qui s'appuie sur la technologie qui est semblable à celle du pixel Facebook, pour ceux qui connaissent. Le pixel Facebook, c'est ce qui permet de connaître exactement le retour sur investissement d'une campagne Facebook. Aujourd'hui, on a intégré ça à notre outil de routage, ce qui nous permet de savoir, lorsque j'envoie une campagne, imaginons à 1500 personnes, parmi ces 1500 personnes-là, combien ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont acheté et quand est-ce qu'ils l'ont fait. Ce qui permet alors pour les utilisateurs de pouvoir justifier leur travail, de pouvoir le valoriser, de pouvoir se remettre en question et de pouvoir s'appuyer sur de réels chiffres aujourd'hui et de dire combien me coûte une campagne d'emailing, est-ce que ça vaut le coup de continuer et à quel degré. On peut également savoir quelles sont les cibles qui sont les plus promptes à recevoir nos emails par rapport à ces statistiques-là, par exemple, et dire, réévaluer et trancher. Et si on couple tout ça avec les résultats des réseaux sociaux, par exemple sur une même page, on a la page qui s'appelle Performance, et sur la page Performance, on va voir toutes nos campagnes, on va savoir combien est-ce que ça nous rapporte, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas. C'est vrai que la communication jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été difficile de mesurer, mais on est quand même en passe de commencer à pouvoir tout mesurer, et je pense que ça va être une bonne chose. Enfin, tout mesurer, non, peut-être pas les affichages, c'est vrai, le reste, on va dire tout ce qui est digital en tout cas. Mais parce que même le digital était difficile à mesurer jusqu'à aujourd'hui, mais on commence à y arriver et ça va être une bonne chose pour tous les services de communication. Ça, c'est sûr. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé à ce... Tu avais quelque chose à rajouter, Diong? Non. Je vais peut-être juste dire un tout petit oui. mot, mais très, très rapidement. Je veux dire que on voit souvent dans nos prospects ou les lieux culturels à qui on vient parler de nos outils, un petit peu d'appréhension en se disant mais j'ai pas le temps d'ouvrir un sujet comme ça qui est majeur, qui suppose des investissements, de la temps de mise en place, de la formation et autres. Mon message par rapport à ça, c'est de dire qu'en fait c'est vraiment d'abord une démarche qui est itérative, qu'on n'a pas besoin de tout raser avant de construire un édifice. Voilà, on se branche sur les sources existantes et on peut commencer relativement rapidement. Et mon deuxième message par rapport à ça, c'est que très rapidement, tant en termes d'investissement financier que d'investissement humain, en temps, eh bien on le retrouve en fait plus que largement dans la durée en éliminant des tâches à très faible valeur ajoutée. Je ne pense pas qu'un chargé de communication ou un chargé de marketing dans un lieu culturel ait beaucoup de valeur ajoutée à passer 3 heures à nettoyer un fichier Excel à la main.
je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de valeur ajoutée à chaque fois devoir recréer un gabarit d'email qui soit charté parce qu'il ne travaille pas sur un outil de templating qui soit adapté. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un coût, il faut le voir comme un investissement. Et je pense qu'il faut surtout, dans la durée, se dire qu'on peut commencer très petit, voilà, au fur et à mesure, et puis en fait assez rapidement voir les fruits en termes de gains de temps et derrière de gains en investissement média aussi. Très bien, merci beaucoup. Autre chose? Bon, alors on va clôturer. Je prends la décision. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Sofiane, Diong, Oliver, Adrien, Maxime et également Sylvain sur le premier débat. C'était chouette d'essayer en tout cas de mettre en place ces débats pour ouvrir un petit peu la réflexion sur ces forums. On verra, peut-être que l'année prochaine on aura un peu plus de monde, mais de toute façon voilà, une trace existe. Donc on vous la transmettra. Merci beaucoup. Donc le repas a lieu dans la grande salle face à la mer toujours pour Calogero, et voilà. Merci beaucoup.